au service prévention de la CARSAT Aquitaine. Et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire « Sécuriser les interventions des entreprises extérieures ». Et notamment, c'est le premier webinaire d'une série de 2 webinaires que nous organisons aujourd'hui et la semaine prochaine, le 16 juin. Et là, on va surtout s'adresser aux entreprises, soit entreprises utilisatrices ou entreprises extérieures, qui n'ont pas forcément, je dirais, une pratique très courante des plans de prévention, ou ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, pour leur donner des points de repère sur la mise en place de ces plans de prévention. Donc je suis accompagnée, j'ai le plaisir d'être accompagnée par 2 experts du sujet, donc Thierry Gardère, qui est contrôleur de sécurité à la CARSAT Aquitaine et qui intervient surtout sur les activités industrielles, que ce soit dans la métallurgie ou la chimie. Et Gratien Sartou, qui est directeur de la région sud-ouest du GIE Qualité Entreprise, Nouvelle-Aquitaine. Gratien, je te laisse te présenter. Alors, très rapidement, merci Sandrine, merci Thierry de nous accueillir. Alors, on apporte humblement notre pierre à l'édifice. Donc, je me présente, donc Gratien Sartou, j'appartiens au GIE Qualité Entreprise, qui est un groupement d'intérêt économique. C'est une structure à but non lucratif qui a été créée il y a 30 ans en Dordogne, donc en Aquitaine, et qui aujourd'hui regroupe 80 donneurs d'ordre et 1500 adhérents. Et on a développé une expertise en prévention des risques sur les activités sous-traitées. Et donc, j'essaierai humblement d'amener quelques bons conseils sur le sujet. Voilà, rapidement. Merci, on est ravis de co-organiser ce webinaire avec vous, voilà, sur d'échanges de bonnes pratiques entre les différents préventeurs des institutions. Juste pour rappel, mais je pense que les gens qui sont là nous connaissent, mais on ne sait jamais, rappeler les missions de la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail d'Aquitaine. Donc on a 3 missions principales qui sont bien sûr de calculer et payer les retraites. On est souvent connu pour cette activité. Mais on a aussi une activité d'aide aux salariés les plus fragiles ou aux retraités les plus fragiles avec nos services sociaux ou l'action sanitaire et sociale chez nous. Et puis, ce qui nous réunit aujourd'hui, bien sûr, on a un service prévention et tarification. Et l'objectif étant d'aider les entreprises à préserver la santé et la sécurité des salariés. Et pour ce faire, et réaliser ces missions, bien sûr, de prévention, d'indemnisation des accidents du travail, accidents du trajet, maladies professionnelles, et aussi de tarification en conséquence des entreprises, eh bien, on a des activités de conseil. Et c'est à ce titre-là qu'on se voit aujourd'hui, mais aussi de formation, de documentation technique de l'INRS et des documentations régionales qu'on vous présentera, ou des incitations financières pour vous accompagner sur les démarches de prévention. Pour rentrer dans le vif du sujet de ce webinaire, nous allons avoir 4 parties. Une première partie sur les enjeux. Pourquoi mettre en place les démarches de prévention pour prévenir les risques liés aux interférences et aux coactivités. Et on rappellera bien sûr ces enjeux de santé au travail. Les bonnes pratiques de prévention, qui sera vraiment le cœur de ce webinaire, un petit peu de façon très pratico-pratique, comment mettre en place des démarches de prévention pour prévenir ces risques. Un point réglementaire, et on verra en quoi, en fait, si vous mettez en place ces bonnes pratiques de prévention, vous répondez à la réglementation. Et un petit peu en dernière partie du webinaire, nos offres de services pour agir efficacement. Juste aussi, donc, pour nous accompagner sur ce webinaire, Élodie Autreusseau et Olivia Bectard qui animent aussi ce webinaire avec nous sur la partie technique, et Thierry Palka et Philippe Verdeguerre qui seront aussi à la modération du chat. S'il y a des questions, et s'il y a beaucoup de questions sur le webinaire, n'hésitez pas à poser les questions dans le chat. D'une part, on a des personnes qui pourront vous répondre par écrit, et puis on essaiera de prendre de toute façon une série de questions-réponses. Voilà, juste pour débuter un petit peu la problématique, on va vous présenter et vous proposer de regarder ensemble un petit extrait, un court extrait d'un film qui, je pense, pose bien la problématique de prévention. Je croise les doigts que ça marche. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. C'est terrible. Hein.
Il n'aurait jamais dû s'avancer sur cette partie du toit. C'est la cata. Ils viennent de mettre les scellés sur la machine, tout l'atelier est à l'arrêt. Mais attendez, on va pas commencer à faire de la paperasse. Si on réunit tout le monde, il y en a pour 3 fois le temps d'intervention. Alors, faut y aller, les gars, là-haut. Je viens de recevoir la copie du dossier pénal. J'ai pris en charge l'électricien à son arrivée. Je sais rien, qu'est-ce que vous entendez par prendre en charge? C'est toi qui as négocié le marché de nettoyage? Oui. Toute l'organisation du travail doit être pensée à l'avance. Nos exigences étant fortes, mais demandées dès le départ, il n'y a aucune surprise. Et puis tout doucement, bien entendu, les clients se sont habitués à cette situation, à rédiger un plan de prévention. La courbe du nombre d'incidents s'est infléchie. Alors, juste, j'arrête parce qu'apparemment, je vois qu'il y a des commentaires où il y a un écho et je pense certains n'ont pas la vidéo. Juste si vous pouvez me confirmer qu'il y a peut-être un problème. Oui, de mon côté, moi, j'ai pas la vidéo. Ouais. D'accord. Est-ce que vous êtes plusieurs à ne pas avoir la vidéo? Effectivement, pas de vidéo. Ok. Donc, alors, je ne sais pas si on peut relancer au niveau de la technique. J'ai un écho. Oui, il y a beaucoup d'écho. Ok. Qu'est-ce qu'on peut proposer, Elodie? Alors, il y a écho à la vidéo. D'accord. Ça a marché, Il faut couper les micros pour les on essaie de relancer. D'accord. Vous reprenez le contrôle, Olivia, peut-être? Oui. Ok, merci. Là, rien. Il n'y a rien qui se relance, Olivia, pour le moment. Oui, le temps de chargement, Sandrine. Ah, d'accord. De relancer effectivement le. D'accord. Donc, en tout cas, pour le moment, ça nous permet d'accueillir les nouveaux participants à ce webinaire. On commence juste le lancement du webinaire et on proposait de regarder un petit film introductif qui pose bien la problématique des risques liés aux interférences et aux risques liés à la coactivité. Voilà, sinon on vous mettra le lien en fait de la vidéo dans la conversation. Ça marchait tout à l'heure, mais c'est souvent en direct que ça marche moins bien. Je ne sais pas pourquoi ça ne relance pas. On peut essayer de relancer là, non, ou pas? Je rappuie sur un vidéo. Oui. On relance, Sandrine. Ok. Voilà. C'est parti, merci. C'est bon, ouais. Par contre, il n'y a pas le son. Vous savez. Oula. Non, là, j'ai vu celui-là. En fait, on n'a pas le son. Je pense qu'on a sûrement un problème de bande passante. J'ai vu celui-là, non? Déjà, est-ce que vous avez la vidéo? Tu te souviens avec le flic? Le flic qui fait vous aviez un plan de prévention et non. Oui, alors c'est une vidéo en fait de l'INRS. C'est un extrait de vidéo de l'INRS. Ce qu'on va faire, c'est on va vous la. Ouais, je pense qu'on est trop nombreux. Enfin, sur la connexion, je pense qu'on a un réseau qui nous permet de supporter en fait la vidéo en direct. Ce qu'on va faire, on va vous l'envoyer de toute façon dans la conversation. Et vous pourrez la regarder de votre côté. L'idée, en fait, c'est un petit peu de se dire qu'est-ce qui empêche de faire en fait les bonnes pratiques de prévention. Bien souvent, on se dit on n'a pas assez de temps. Comment on a négocié le contrat en amont. On doit formaliser beaucoup de choses. Comment on les formalise. On a des imprévus. Donc souvent, c'est lorsqu'il y a des imprévus et il y a des écarts entre le travail prescrit et le travail réel que vient de l'accident, alors que la prévention, elle demande de l'anticipation, de l'organisation, de la formalisation. Et donc,
on va voir quel va être le périmètre en fait des plans de prévention. On va passer tout de suite à Thierry Gardère qui va nous expliquer un petit peu quel est le périmètre en fait de ces plans de prévention et de quoi on va parler exactement aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de textes qui peuvent s'y référer, et là on va se limiter. Et puis Thierry qui a l'expérience, parce que malheureusement il a eu à intervenir suite à des accidents graves ou mortels liés à l'intervention d'entreprises extérieures, caractériser un petit peu les situations à risque qui amèneraient des accidents, parce qu'en fait le décret de 92, lui, il est là pour faire de la prévention et prévenir ces accidents. Donc je vais essayer de passer tout de suite et rapidement à la présentation pour Thierry. La question, tu sais qu'on avait toujours par rapport au plan de prévention. Si on Voilà. va faire uniquement un plan de prévention pour les entreprises extérieures ou même. Je ne sais pas qui parle. Voilà, on va juste écouter Thierry Gardère. Sandrine, merci. Il y a quelques diapos au préalable qui illustraient un peu les. Là, c'est peut-être le périmètre juste du décret. Oui. Voilà. D'accord. Donc, on vous présente sur cette diapo les différentes situations à laquelle l'entreprise peut être confrontée par rapport à la pénétration dans son site d'entreprise extérieure. Donc, vous avez les transporteurs qui peuvent venir livrer ou venir chercher des marchandises. Donc, ça sera l'arrêté du 26 avril 1996. On a aussi la possibilité d'avoir des travaux de construction sur un chantier clos indépendant. Ça sera un autre décret d'application puisque le chantier sera clos indépendant. Et nous avons le décret 92 du 20 février qui donc régit les plans de prévention dès lors qu'une entreprise extérieure ou plusieurs entreprises extérieures vont venir faire une activité dans une entreprise utilisatrice. Et donc, le périmètre de l'intervention, le périmètre de notre intervention aujourd'hui, ça sera vraiment ce décret de 92. On n'abordera pas aujourd'hui donc ce qu'on appelle les protocoles de sécurité, opération, chargement, déchargement, ni tout ce qui régit les chantiers clos et indépendants. Là, je pense qu'on peut passer. Voilà, donc voilà, la diapo qui reprécisait un peu le périmètre de notre intervention. Donc là, on va vous illustrer quelques situations de travail à laquelle l'entreprise peut être confrontée. Donc sur la première diapo, vous pouvez voir un nettoyage de façade à jet d'eau haute pression à proximité d'une ligne électrique haute tension. Donc le salarié se retrouve sur une nacelle à proximité d'une ligne haute tension, plus il y a le positionnement de la nacelle au sol qui peut aussi générer des risques liés aux interférences. Sur la deuxième diapo, vous voyez une intervention d'une entreprise extérieure sur un site à proximité de cuves de différentes matières sur une zone potentiellement humide et sur une zone à circulation de l'entreprise. Sur la troisième diapo, donc, nous avons des travaux dans ou sur des cuves, des capacités de matière sous atmosphère confinée ou ayant contenu des gaz ou des liquides inflammables. Nous pouvons être confrontés à des travaux sur des réseaux, gaz sous pression, voire fluide sous pression. L'entreprise peut être confrontée à des travaux de soudage TIG, là, pour cet exemple, sur un réseau de canalisation. Donc, ces travaux vont être soumis à un permis de feu. Nous avons sur la troisième diapo des travaux qui peuvent donc exposer les salariés aux pièces nues sous tension, à proximité ou sur des tableaux électriques. Nous avons sur cette diapo aussi des travaux à proximité des ensembles mécanisés ou automatisés, avec des zones potentiellement humides. Vous pouvez être aussi confronté à des travaux nécessitant l'accès et des travaux exposant les salariés aux risques liés aux chutes de hauteur. Vous avez des travaux exposant les salariés aux agents biologiques pathogènes ou à des agents chimiques dangereux. Vous voyez, les situations de travail peuvent être diverses et variées dès lors que vous avez une intervention d'une entreprise extérieure sur votre site. Donc là, on va essayer de démystifier un peu les termes qu'on peut employer lorsqu'une entreprise extérieure vient de chez vous. Donc, c'est des éléments de langage.
Donc, les risques liés aux interférences s'expliquent par la présence d'installations, de matériel et d'activités de différentes entreprises. Donc, on rappelle bien que les plans de prévention doivent être aussi là pour gérer les risques liés aux interventions, pas forcément qu'avec des salariés de l'entreprise utilisatrice. Voilà. Et bien sûr, sur un milieu de travail. Donc, l'EU, c'est l'entreprise utilisatrice dans le langage, donc qui a une activité dans une organisation avec des installations. Elle utilise potentiellement des matières ou des produits et elle est dans un environnement contraint. Et l'entreprise extérieure, l'EE, communément appelée l'EE, elle aussi, elle vient avec son organisation, avec son matériel, avec potentiellement des produits, et elle va travailler dans cet environnement contraint. Donc, c'est ce qu'on va appeler la rencontre de l'EU et l'EE, donc entreprise utilisatrice, entreprise extérieure, c'est ce qu'on va appeler l'interférence des activités. Voilà, si on peut passer à la diapo suivante. Voilà, donc je vais passer la parole à Gratien qui va vous dérouler les bonnes pratiques de prévention. Alors, rebonjour à tout le monde. Alors, on va essayer de définir simplement à quel moment on va rédiger un plan de prévention. On va répondre à la question comment, avec 3 points clés, l'inspection commune sur le terrain, l'analyse des risques et le suivi de l'activité. On aura un exemple, alors on fera un petit travail d'imagination, on va imaginer une situation de travail et on construira ensemble une analyse des risques. Et enfin, Thierry nous parlera et Sandrine des outils disponibles qui sont mis à disposition par la CARSAT. Voilà, si on peut passer à la diapo suivante. Alors, pour faire simple, à quel moment on rédige un plan de prévention? Mais Thierry et Sandrine l'ont dit, c'est quand on a un risque d'interférence, quand l'activité sous-traitée l'entreprise sous-traitante vient travailler chez vous et qu'il y a des risques d'interférence dans une zone dangereuse, présence de chariots élévateurs, absence d'oxygène, fosse amiante, produits chimiques, toxiques, plomb. Et je pense que tout le monde connaît un petit peu, en tant qu'entreprise utilisatrice ou entreprise extérieure, les zones dangereuses sur lesquelles on va intervenir. Également, quand plusieurs sous-traitants travaillent ensemble sur un même lieu, un même chantier, on a tout simplement le plombier, l'électricien et le plaquiste, quand ils vont travailler ensemble, on définit des règles. Enfin, il y a un troisième point important, et c'est réglementaire. On ne va pas rentrer dans les textes, mais un arrêté définit la liste des travaux dangereux. Ils sont 21. On a les risques d'incendie, de travail en hauteur, de manutention, électricité, les travaux hyperbares, le risque de noyade, le risque d'ensevelissement, donc les travaux sous tranchées. On a l'obligation de réaliser un plan de prévention. Un dernier point, on ne l'a pas noté, mais c'est les travaux sous-traités qui représentent plus de 400 heures travaillées. À ce moment-là, on a besoin de réaliser un plan de prévention. Et en dernier lieu, je ne peux que recommander, comme la CARSAT le dit, de réaliser un plan de prévention dès lors que vous avez un sous-traitant qui intervient dans votre établissement. On va voir tout à l'heure dans les diapos suivantes que le temps d'analyse n'est pas conséquent, mais on peut éviter un accident. Donc, ce petit temps de rédaction, ça permet de réfléchir à ce que va faire le sous-traitant dans votre entreprise utilisatrice et donc de prévenir les risques. Voilà, si on peut passer à la diapo suivante. Alors, le comment. Un point extrêmement important que l'on voit sur l'ensemble de nos sites industriels, c'est de se rendre physiquement sur le lieu des futurs travaux. Et oui, on ne fait pas un plan de prévention dans un bureau. On va sur le lieu du chantier et vous avez une photo à droite. On voit un électricien qui va travailler à côté d'un engin de chantier. Eh bien, si on n'y va pas, on ne sait pas que potentiellement, on a un risque d'interférence avec des personnes qui vont faire la voirie. Donc, je le redis, l'importance d'aller physiquement sur le lieu des futurs travaux, c'est ce qu'on appelle l'inspection commune avec tous les intervenants, c'est-à-dire l'exploitant de la zone d'activité,
J'oublie pas les membres du CSE qui vont amener et qui sont souvent à côté du chantier ou à côté de l'activité sous-traitée, qui connaissent l'activité et qui vont apporter leur pierre à l'édifice dans l'analyse des risques que l'on verra tout à l'heure. Donc, tous les acteurs des entreprises concernées doivent aller, avant la rédaction du plan de prévention, sur le lieu d'exécution des travaux et comprendre les enjeux du chantier. Voilà, je pense que j'ai été extrêmement clair. L'inspection commune, c'est aller sur le chantier ou le futur chantier. Comment toujours on va rédiger une analyse des risques? Là aussi, je veux démystifier cette activité. On va décomposer l'activité du sous-traitant avec les phases des travaux réalisés. On va lui demander quel matériel va être utilisé sur son chantier. On va définir les risques liés aux interférences. On va définir les mesures de prévention et surtout, on va dire qui va conduire ces mesures de prévention. Parfois, ce sera l'entreprise sous-traitante qui aura un certain nombre de mesures de prévention, mais il ne faut pas oublier que l'entreprise utilisatrice aussi va sécuriser l'intervention d'un sous-traitant. Donc, pour faire simple, l'analyse de risque, c'est un petit contrat de sécurité pour conduire correctement l'intervention. Alors, pour 2 points importants, on va définir les cheminements sécurisés, les sanitaires et aussi la procédure d'urgence de son entreprise. Alors, les cheminements sécurisés, ce que je conseille, c'est de prendre un petit plan de son entreprise et d'être sur le chantier et définir les voies de circulation. On a tous un plan de son entreprise, on définit le lieu exact d'intervention et les cheminements pour que le sous-traitant puisse aller sur son chantier en toute sécurité. Voilà. On peut passer au slide suivant. Alors, c'est là où je vous demande un petit travail d'imagination. On n'est pas tous chauffagistes, on a des activités diverses et variées. Mais on va prendre le cas pratique où un chauffagiste sous-traitant va intervenir sur une toiture d'un site industriel ou d'un site commercial. Hein. Et à gauche, on va voir le cheminement sécurisé qui est une échelle à crinoline. Donc, on va construire ensemble, alors très simplement et basiquement, et on n'aura qu'un extrait, mais une micro-analyse des risques pour définir quelles sont les conditions de sécurité et quel est le contrat que l'on va passer ensemble avec ce sous-traitant intervenant sur le groupe froid. Alors, je vous demande de bien figer dans votre imagination l'intervention. Le sous-traitant intervient sur le toit en passant par cette voie sécurisée. On passe au slide suivant. Alors voilà l'analyse des risques que l'on propose. C'est un extrait et bien sûr que dans la vie réelle, on va peut-être s'interroger sur d'autres sujets. Mais là, nous avons construit cette micro-analyse de risque avec Sandrine et Thierry. Donc on va décomposer la phase des travaux. Alors, le premier risque, vous l'avez compris, c'est les travaux en hauteur. Donc, on va définir que c'est des travaux en hauteur sur la toiture du bâtiment A. On va définir l'axe de circulation. On va lui demander d'accéder par l'échelle à crinoline qui sera définie sur le petit plan que je vous avais dit auparavant. Et ensuite, on va travailler derrière des garde-corps. Les risques, chute de hauteur, on va lui demander quel est le matériel utilisé. Notre chauffagiste a du petit outillage portatif, donc on le note. Et derrière, on va définir les mesures de prévention. L'échelle à crinoline est un élément de sécurité. On ne travaille pas avec une nacelle ou avec une simple échelle. Donc, elle est mise à disposition par l'entreprise utilisatrice au point droite. L'utilisation d'un sac à dos pour le petit matériel, mais pour avoir les 4 appuis et sécuriser sa montée sur l'échelle à crinoline, on lui demande à l'entreprise extérieure d'utiliser son petit sac à dos. Derrière, vous l'avez regardé, la photo de préalable, on a des garde-corps. Donc ça, c'est la protection collective qui a été mise en place par l'entreprise utilisatrice. Et en dernier point, on est sur un document de travail. Et c'est hyper important de définir la collaboration avec l'entreprise extérieure. Donc on va demander au chauffagiste, dans l'analyse de risque, de prévenir le responsable maintenance ou le responsable des groupes froids de la fin d'intervention pour être sûr que tout s'est bien passé. Enfin, la circulation sur les passages piétons pour accéder à la zone de travail comme défini ensemble sur plan et repéré lors de l'inspection commune.
Deuxième phase de travail, on a le contrôle des climatisations de ces groupes froids. Et là, on a des risques liés, bien sûr, à l'électricité, à la glissade sur le toit, au démarrage de l'installation et aux différents organes en mouvement, courroies. Et je peux vous dire, je peux vous en parler, puisque dans ma vie de préventeur, j'avais eu un accident sur le sujet. Le matériel utilisé, un matériel portatif. Et là, c'est toujours pareil. Le contrat entre l'entreprise extérieure et l'entreprise utilisatrice est défini. Et le plus important, c'est de consigner correctement les énergies. Et là, c'est l'entreprise utilisatrice qui met en œuvre une procédure de consignation pour éviter que le groupe froid démarre quand notre chauffagiste aura les mains dedans. L'entreprise extérieure devra être habilitée électriquement pour être sûr d'avoir les connaissances pour pouvoir travailler sur le sujet. Et enfin, on va définir aussi les règles, encore une fois, de prévenir l'entreprise utilisatrice de la fin des travaux. Et dernier point sur le risque de glissade, eh bien, on va interdire d'intervenir en cas d'intempéries ou de pluie, car le risque de glissade est avéré sur la zone. Voilà. Alors, ce qu'on peut constater sur ce tableau, on vous a surligné en jaune les mesures prises par l'entreprise utilisatrice. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est toujours de prendre des mesures de prévention en respectant bien les 9 principes généraux de prévention et ne pas être que sur de la consigne, mais mettre en place des mesures de protection collective en priorité sur les mesures de protection individuelle et en priorité sur les consignes qu'on puisse donner aux salariés intervenants. Alors, pour rebondir exactement sur ce que disait Thierry, bien sûr, les protections collectives, c'est la priorité. J'ai vu dans le chat une petite question sur les EPI. Alors oui, bien évidemment, quand on définit des EPI par rapport à des risques de coactivité, pourquoi pas? Why not, je dirais. Mais les EPI, logiquement, c'est pour du risque propre à l'entreprise extérieure. Quand on a du personnel habilité, bien sûr que les EPI nécessaires par rapport au risque électrique doivent être portés. Et je dirais, basiquement, ça ne mange pas de pain de les noter dans le plan de prévention. Mais ce n'est pas fondamentalement le sujet du plan de prévention. On est sur les risques de coactivité et pas sur les risques propres de l'entreprise extérieure ou les risques propres de l'entreprise utilisatrice. J'espère que je n'utilise pas un vocabulaire trop complexe de préventeur, mais on est vraiment sur les risques d'interférence et de coactivité. On n'est pas sur le risque propre de l'entreprise extérieure. On doit se concentrer sur ce qui peut être engendré par le croisement des activités entre l'entreprise utilisatrice et les entreprises extérieures. Alors, j'ai vu une petite question, une interrogation sur la ligne de vie pour se rendre sur le groupe chaud et froid. Non, pas nécessaire, puisque la couverture est totalement protégée par un garde-corps en périphérie et les parties translucides peuvent être protégées aussi par des baraudages en sous-face. Donc, il n'y a pas besoin d'une ligne de vie pour intervenir sur cette CTA pour notre exemple là. Si on peut, voilà, si vous mémorisez les photos qu'on a pu vous passer précédemment, voilà. Donc la toiture est complètement protégée. Donc pas besoin de ligne de vie. Encore une fois, c'est un extrait d'une analyse de risque qu'on imagine ensemble. Toutes les bonnes mesures de prévention qui seront complémentaires, qui seront définies avec le CSE, avec l'exploitant de la zone, sont utiles à la bonne condition d'intervention de notre chauffagiste. Donc, ce n'est pas limitatif. Si vous voulez compléter, annoter c'est un document de travail, c'est un contrat, donc il ne faut pas hésiter à le compléter, tout en ayant quand même, ce que je disais tout à l'heure, un objectif, c'est éviter bien sûr l'accident, mais surtout éviter le risque d'interférence entre les entreprises ou le matériel. Voilà, j'ai revu encore un passage sur les EPI. Les EPI, ce sont de la protection propre de l'entreprise extérieure et c'est pas forcément lié à une interférence. Les EPI particuliers pourraient être mis dans le plan de prévention dès lors que l'environnement contraint amené par l'entreprise utilisatrice générerait un risque tel que j'aurais besoin d'un EPI particulier
pour mon intervention. Mais si on parle des EPI classiques, chaussures de sécurité, gants, tout ça, c'est vraiment de la protection propre de l'entreprise extérieure. Alors, par habitude, on le note, hein, on est sur beaucoup de plans de prévention. Par habitude, c'est pas limitatif, on peut le noter et personne ne sera sanctionné si on note les EPI nécessaires à l'intervention, même pour le risque propre. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est pas fondamentalement le débat du plan de prévention. Voilà. On peut passer peut-être puisqu'il y a des questions, on y reviendra tout à l'heure. Alors, je voulais donner les points de vigilance. Alors, les points de vigilance et les bons conseils. Bien sûr, il faut bien comprendre qu'on est sur une modélisation d'une situation de travail et qu'on n'aura pas identifié tous les risques et que notre chauffagiste va peut-être rencontrer des difficultés et de nouveaux risques. Donc, ça, c'est un premier point. Une fois qu'on a validé le plan de prévention, un chantier ne se déroule rarement comme on l'avait prévu. Donc ça, il faut en tenir compte. On peut avoir un nouveau sous-traitant qui va être nécessaire pour une expertise sur le groupe froid. On peut avoir le chantier qui a des difficultés. Au lieu de durer 2 ou 3 ou 4 jours, il va durer peut-être une semaine. On va peut-être avoir des manutentions supplémentaires. Ou tout simplement, on va se rendre compte que le groupe froid situé à 10 mètres plus loin et qui, lui, n'est pas peut-être protégé par un garde-corps, est en panne et qu'on va devoir intervenir. Et c'est là où il est extrêmement nécessaire, de suivre les travaux, de contrôler ces travaux, autant l'entreprise extérieure que le donneur d'ordre, c'est-à-dire de regarder si on ne dérive pas par rapport à la situation initiale. L'obligation à l'entreprise utilisatrice d'avertir le chef d'entreprise extérieure qu'il y a une situation à risque et savoir arrêter une activité dangereuse. Alors arrêter, c'est ponctuel, c'est-à-dire qu'on stoppe l'activité pour définir de nouvelles mesures. Et là, on a un outil qui doit être et qui prouve que la prévention vit sur le terrain. On rédige ce qu'on appelle un avenant au plan de prévention initial. J'insiste sur le sujet. Rédiger un avenant, c'est redéfinir des nouvelles mesures de prévention parce que le chantier ne se déroule pas comme prévu. Et si vous ne rédigez pas des avenants au plan de prévention, moi j'ai bien peur qu'on ne prend pas en compte le travail réel. On est sur du travail prescrit et on ne s'occupe pas du chantier en fait. Une bonne prévention, c'est quand on colle au terrain et quand on arrive à être efficace dans les mesures de prévention pour être sûr que notre plan de prévention couvre bien les travaux en cours d'exécution. Ça, on le voit parfois, sous-traiter, c'est pas ne pas s'occuper du chantier. C'est continuer à regarder si tout se passe bien et savoir prendre les bonnes décisions en termes de prévention au bon moment. J'ai vu justement une question passer sur l'arrêt de chantier. Oui, bien sûr que l'entreprise utilisatrice peut à tout moment arrêter une activité parce qu'elle constate soit une déviance par rapport au plan de prévention qui a été déjà réalisé, soit parce que elle constate une nouvelle situation de travail. Alors, l'arrêt tout le monde, c'est vrai que c'est un peu choquant des fois, mais un arrêt, c'est pas fondamentalement un arrêt de une semaine ou d'un mois. Le préventeur, c'est stopper l'activité pour prendre les bonnes mesures et ça, des fois, des mesures peuvent être rapides et on peut reprendre le chantier 1 heure ou 2 heures après en ayant réanalysé les risques et le chantier va bien se dérouler. Alors, quand il y a des situations un peu plus complexes, eh bien, on remet tout le monde autour de la table, voir les personnes en responsabilité pour essayer de trouver les bonnes solutions. Ça nous arrive régulièrement. C'est la remise en cause, en effet, des mesures de prévention associées. Et je dirais que ça a du bon de se reposer les bonnes questions et d'arrêter ponctuellement l'activité. Sachant que vous avez fait l'organisation doit savoir le faire. Sachant que vous avez fait, n'oubliez pas, vous faites un plan de prévention au préalable d'une opération. Donc forcément, il peut y avoir des modifications qui vous guident vers la rédaction d'un avenant. Il ne faut pas en avoir peur.
On a des questions aussi sur la durée des activités par rapport au plan de prévention. Je pense que tu avais déjà un petit peu parlé de la durée des 400 heures, mais voilà, rappelez peut-être un petit peu ça. De toute manière, on va faire un point réglementaire après, on peut en parler après. Du coup, on avance un petit peu sur les outils qui seraient disponibles. Allez, on passe au slide suivant. Voilà, donc là, il y a tout un tas d'outils disponibles pour vous aider, hein. Donc, il y a un guide de l'INRS, hein, donc la ED 941, hein, qui est téléchargeable et qui est gratuite et qui peut être aussi commandée auprès de notre service documentation. Donc, elle reprend toute la réglementation liée aux interventions des entreprises extérieures, y compris les transporteurs. On a, au niveau régional, édité 2 petites brochures synthétiques sur la rédaction des plans de prévention. Donc, j'ai vu une question passer, est-ce qu'il y aura les slides et est-ce qu'on peut avoir un modèle? Oui, vous avez des modèles disponibles via ces 2 petites documentations, là, la PREV 318 et la PREV 319, hein, avec des exemples concrets. Donc, vous pouvez bien évidemment copier le contenu, en changeant bien évidemment l'entête, hein, puisque tout est au nom de la CARSAT Aquitaine, donc au moins mettez le nom de votre entreprise sur l'entête. Toutes ces documentations sont disponibles sur notre site de la CARSAT Aquitaine. Et ensuite, vous avez donc au niveau national et sur le site d'amélie.fr, hein, des documents liés à la prévention des risques liés aux interventions, guide de rédaction des plans de prévention disponibles. Et puis, vous avez bien entendu aussi un dossier INRS qui illustre par des cas concrets des plans de prévention, des rédactions de plans de prévention liés aux interventions des entreprises extérieures. Donc, on va aborder le point réglementaire. Justement, on est obligé malheureusement d'en passer par là, mais heureusement quand même qu'il y a un cadre et ce décret de 92 détaille bien des étapes indispensables. Donc, vous avez ce qui est lié donc, à l'entreprise utilisatrice qui doit assurer la coordination générale liée aux interventions d'activités, installations, équipements. Oui, j'insiste sur le fait que ne pas oublier que la coactivité n'est pas seulement liée à l'interférence avec du personnel, hein. Parce que bien souvent, on peut rencontrer une entreprise qui dit non, mais moi, je fais intervenir l'entreprise extérieure le samedi, j'ai pas mon personnel, donc tout va bien. Non, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le personnel, mais c'est lié aussi aux installations et aux équipements et à l'environnement dans lequel vous allez mettre l'entreprise extérieure. Donc, l'entreprise utilisatrice définit des mesures de prévention qu'il prend et de celles que l'entreprise extérieure doit prendre. Et du caractère évolutif des opérations, on en a parlé, c'est bien la prise en compte que les travaux peuvent évoluer, d'où la rédaction d'un avenant. Le chef d'entreprise extérieure donc, définit, lui, ses phases de travaux. Donc, c'est pour ça qu'il y a nécessité de se déplacer à chaque fois qu'on va intervenir sur un lieu d'une entreprise extérieure. Il faut se déplacer parce que les phases de travaux peuvent dépendre de l'environnement de l'entreprise extérieure. Dans l'entreprise utilisatrice, l'entreprise extérieure donc, définit aussi ses modes opératoires et participe forcément avec l'entreprise utilisatrice à l'analyse de risques liés aux interférences. Elle doit informer, une fois que le plan de prévention est rédigé et signé, elle informe ses salariés sur les risques et les mesures prises au plan de prévention. Donc elle doit, parce que souvent les plans de prévention sont peut-être rédigés par des chargés d'affaires ou des animateurs de sécurité, mais les salariés de l'entreprise extérieure doivent absolument être informés des risques et des mesures prises. Et on vous encourage à contractualiser cette information avec une date et les signatures des salariés et de celui qui a informé et qui a présenté le plan de prévention. Elle met aussi en place donc, des mesures de prévention demandées au plan de prévention. Voilà, donc tout ça, c'est bien précisé dans la réglementation. Et donc, le petit point réglementaire, hein, il y a une obligation de rédiger un plan de prévention dès lors qu'il y a une opération qui nécessite 400 heures de travail sur 12 mois consécutifs ou non, hein.
et ou si liste des travaux dangereux, donc l'arrêté du 19 mars 93, vous avez une liste de 21 travaux dangereux qui sont inventoriés, et dès lors que l'entreprise extérieure pénètre et est ciblée par ces 21 travaux, l'entreprise utilisatrice doit, avec l'entreprise extérieure, rédiger un plan de prévention. Et donc, il y a un point très important, c'est l'inspection commune, Gratien en a parlé tout à l'heure. Il y a forcément, avant rédaction d'un plan de prévention, une inspection commune préalable. Quand on dit commune, c'est bien entreprise utilisatrice et entreprise extérieure. Et une analyse commune des risques pouvant résulter d'une interférence. Alors, on a une question si nous avons des plans de prévention annuels avec des entreprises extérieures sur l'ensemble de nos bâtiments. On doit effectuer des avenants pour chaque travaux. Bien évidemment, si les travaux sont différents, oui, il y a un avenant pour chaque travaux. Il faut absolument que l'analyse de risque reflète la situation réelle de travail. Donc, il y a un avenant systématiquement, sauf si l'entreprise extérieure fait toujours le même travail, au même endroit, avec le même matériel et dans le même environnement. Alors, tous ces arrêtés, tous ces articles, vous retrouvez tout ça dans la brochure ED 941 de l'INRS. Donc, pour faire une petite synthèse de tout ce qu'on vient de vous présenter, on va lancer un petit film qui récapitule et qui va même au-delà de notre présentation qui a été somme toute synthétique. Le petit film qu'on va vous présenter, vous allez bien comprendre les enjeux de la rédaction d'un plan de prévention et le niveau qu'il faut avoir. Cette société a prévu de réaliser des travaux et c'est Didier qui est chargé d'organiser les interventions des entreprises extérieures. Didier doit rédiger un plan de prévention, mais souci, il n'en a jamais fait. Heureusement, l'assurance maladie risque professionnel a conçu des guides pour l'aider dans sa démarche. Didier recueille des informations sur le terrain. Il identifie les particularités de l'opération à réaliser. Tout ça lui permet de rédiger et d'envoyer le cahier des charges aux entreprises. Parmi ces entreprises, il y a celle de Laurence. Elle y est responsable d'affaires et c'est elle qui doit faire les devis. Elle échange à plusieurs reprises avec Didier pour obtenir toutes les informations utiles. Elle peut alors travailler avec Michael, le conducteur de travaux, et prévoir le déroulé de l'intervention. À l'aide des guides de l'assurance maladie risque professionnel, Laurence établit son mode opératoire et identifie les moyens à mettre en œuvre. Ces éléments lui permettent de réaliser son chiffrage. Elle peut alors répondre parfaitement au cahier des charges, tant et si bien que ces mesures de prévention sont parfaitement cohérentes et retiennent l'attention de Didier. Avant les travaux, Didier organise une inspection commune préalable avec les entreprises retenues. Ensemble, ils finalisent les modes opératoires, ils identifient les risques d'interférence entre les activités des unes et des autres. Ils définissent les mesures de prévention et les entreprises chargées de leur mise en œuvre. À partir de là, Didier rédige le plan de prévention et l'envoie aux entreprises qui interviendront sur le chantier. Les documents sont présentés aux opérateurs avant le démarrage de l'intervention. Sur le chantier, Didier veille au bon déroulé des travaux et au respect des mesures de prévention. Comme l'intervention ne se déroule pas comme prévu, l'opérateur alerte Michael, son conducteur de travaux. Les modes opératoires sont discutés, Didier modifie le plan de prévention et l'activité peut reprendre. Vous souhaitez en savoir plus sur la démarche à mettre en œuvre? Retrouvez tous les outils sur le site www.amelie.fr. Voilà, on a pu voir dans ce petit film les étapes clés d'une démarche pour rédiger un plan de prévention. Pour bien aussi capter, vous avez 3 sources d'informations. Vous avez donc le site de l'INRS, vous avez la CARSAT Aquitaine et vous avez le site d'Amélie, d'accord, où vous retrouverez donc tous ces documents dont on parle dans le petit film.
Donc là, on peut prendre encore des questions-réponses sur tous les éléments qu'on vous a présentés, que ce soit réglementaire ou de très pratico-pratique. Alors, je ne sais pas si on peut prendre directement la question à l'oral. Je ne sais pas, Olivia ou Elodie, vous nous dites si c'est possible ou si vous nous l'écrivez en chat. Les micros sont libres. Hein. Donc, oui, les gens peuvent poser la question à l'oral. Bonjour, je pose à l'oral parce que je n'arrive pas à la poser par écrit. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Merci. Vous avez évoqué les avenants parce qu'il est clair que souvent les chantiers ils évoluent au cours de la journée. Il peut y avoir différents paramètres qui arrivent, des entreprises autres qui interviennent, la pluie, la météo et autres. L'avenant, ça se traduit comment? Et physiquement, c'est-à-dire quel type de document on fait? On complète l'analyse de risque et est-ce que le permis de travail, c'est-à-dire que beaucoup de sociétés, on trouve ça dans le nucléaire ou les entreprises d'industrie chimique proposent le permis de travail. Quel est est-ce qu'un permis de travail peut être considéré comme un avenant ou pas? J'aimerais arriver à voir un peu quelle est la forme du document de l'avenant, quelle forme doit-il prendre et le permis de travail, quelle est sa place là dans tout ce processus de prévention avec les entreprises extérieures? Alors moi, je vais répondre à votre question. Hein. Donc, tout ce qui a pu évoluer par rapport aux activités des entreprises, aux divers secteurs d'activité, donc où on a entendu permis de travail, on a entendu autorisation de travail. Donc, tout ça, ce sont des documents qui ont été un peu inventés par les entreprises, mais ne sont pas liés directement à la réglementation qui, elle, parle d'avenant au plan de prévention. Donc, moi, je vous encourage en tout cas lorsque vous avez donc des échanges avec vos, je ne sais pas si vous êtes EU ou E, mais il est intéressant, je pense que vous êtes E, je pense qu'il est intéressant de redéfinir quand même le cadre avec votre entreprise utilisatrice pour rappeler que ce que vous allez rédiger, ce n'est pas un permis de travail, mais un avenant qui va repréciser sans doute les activités du jour avec l'analyse des risques du jour. La forme de l'avenant, si on est sur une modification d'une activité ou autre ou un décalage dans le planning, il peut avoir plusieurs formes. Si c'est juste une modification d'une activité, on reprend le tableau de l'analyse de risque et on redéfinit les risques liés qui découlent de ce nouvel environnement contraint ou de cette nouvelle activité, et on réanalyse et on redéfinit les mesures de prévention et surtout on dit qui doit les mettre en œuvre. Est-ce que c'est le U ou le E qui doit mettre en œuvre ces mesures de prévention? Voilà. Si c'est un décalage de planning, il faut regarder dans le plan de prévention à quel moment vous avez pu parler du planning et voir comment vous pouvez donc décaler pour éviter des superpositions de tâches avec d'autres entreprises extérieures. Alors, je rebondis sur ce que tu dis, Thierry. C'est toujours avoir, pour faire simple, une analyse des risques qui colle à la réalité des travaux. Là, sur le petit exemple que l'on a vu, on a vu une personne intervenir sur une nacelle, sur une tuyauterie qui a été peut-être découverte comme une fuite, et on met en œuvre une nacelle. Il faut bien se poser la question si cette nacelle va aller dans un lieu sécurisé, s'il n'y a pas un autre sous-traitant à côté qui peut travailler. Donc, on va construire l'analyse des risques simplifiée. On va reprendre l'analyse des risques en mode opératoire, c'est-à-dire nacelle. On va faire venir l'entreprise extérieure qui travaillait à côté pour être sûr qu'il n'y a pas de risque d'interférence. On revalide l'analyse des risques et le travail peut être reconduit. C'est être sûr que le document corresponde bien à la réalité des activités sur le terrain, si je peux me permettre. J'ai revu, on passe assez vite parce qu'il y a plusieurs questions. J'ai revu, ça fait plusieurs fois que je vois la question. Et si une entreprise extérieure refuse de signer un plan de prévention? Non, c'est impossible. L'entreprise extérieure, elle est chez vous. Donc, pour qu'elle pénètre chez vous, il faut qu'elle ait une autorisation de pénétrer chez vous. Donc, cette pénétration ne peut être que sous couvert de la signature d'un plan de prévention. Une entreprise extérieure ne peut pas rentrer sur votre site comme elle veut, quand elle veut. Exactement. J'ai vu une question sur le public et le privé. C'est exactement
les mêmes conditions d'application de la réglementation du décret du 20 février 92, que ce soit public ou privé, le plan de prévention est obligatoire. Donc, il n'y a pas trop le choix. Quelle que soit la taille, le secteur d'activité, voilà, on est très clair là-dessus. Et sur le terrain, hein, on essaye d'être réactif, c'est-à-dire que même si l'analyse de risque n'est pas établie sur un fichier Excel ou sur un document Word, on peut très bien faire un plan de prévention, un avenant à main levée, notamment quand c'est une analyse de risque. L'important, c'est de redéfinir quels sont les risques liés aux interférences, quelles sont les mesures de prévention à la charge de qui, et surtout contractualiser ce nouveau document, cet avenant que vous avez fait. Donc, ça peut être quand même assez pratique à faire ça in situ avec les représentants des deux entités. On peut prendre peut-être une question à l'oral, M. Gambier, Mme Gambier, je ne sais pas. Je pense que c'est une main qui n'a pas été enlevée, Sandrine. Exact. Ok. Pas de souci. Donc, il y a d'autres questions dans le chat. Elle passe trop vite, j'arrive pas à les voir. Ouais. J'ai vu une question sur le public aussi, un marché public, c'est exactement pareil, hein, le plan de prévention est obligatoire. La seule particularité dans les arrêts, dans l'arrêté de 93, c'est les installations classées soumises à POI doivent absolument faire un plan de prévention pour toute activité sous-traitée. Il n'y a pas de 400 heures ou travaux dangereux, toute activité sous-traitée. Mais je ne suis pas sûr que nous avons des entreprises utilisatrices liées à des installations classées soumises à POI. C'est le plan d'opération interne. Les installations classées, c'est des entreprises extrêmement dangereuses, entre guillemets, Céveso, c'est l'industrie chimique en particulier. Je crois qu'on avait une question sur en assainissement. Nos entreprises extérieures descendent en réseau régulièrement sur nos 17 communes. Il est impossible de réaliser une inspection commune de toutes les interventions. Actuellement, nous faisons une visite annuelle sur un accès à un réseau tampon et rédigeons le plan annuel. Comment pouvons-nous faire? Si le plan annuel inventorie les 17 lieux d'intervention, pourquoi pas? Mais il faut que sur le plan annuel, on ait la situation exacte de ces 17 communes, enfin des lieux d'intervention sur ces 17 communes. Et qu'il n'y ait pas une modification entre-temps. Il n'y a pas de modification. Donc maintenant, dans la question, elle est un peu vague. Est-ce que sur chaque commune, il y a l'entreprise extérieure peut intervenir sur 4 hectares, je ne sais pas, mais si c'est toujours la même chose, ça peut être dans un plan de prévention annuel. Alors, je vous rappelle aussi que la réglementation a fait complètement abstraction des plans de prévention annuels. Hein, ça n'existe pas dans la réglementation, c'est une largesse qui a été donnée parce que sur le terrain, on a bien vu que c'était difficile de faire un plan de prévention à chaque fois qu'une entreprise extérieure intervenait chez moi, notamment pour la même chose. Donc, les plans de prévention annuels ne transpirent pas, en tout cas dans la réglementation, hein, dans le Code du travail. Et une question sur l'avenant. Peut-il prendre la forme d'une nouvelle inspection commune? Oui. Il découle d'une nouvelle inspection commune, forcément. Et que faire si l'entreprise extérieure fait intervenir un sous-traitant sans informer l'entreprise utilisatrice? Là, encore une fois, l'entreprise sous-traitante qui pénètre chez vous sans que vous soyez informé, c'est pas normal. Donc, l'entreprise extérieure vous doit vous signaler tout nouveau sous-traitant qui pénètre et le sous-traitant doit rédiger aussi un plan de prévention avec vous ou en tout cas faire partie du même plan de prévention puisqu'il y a un plan de prévention par opération. Donc, le sous-traitant, il doit être signataire du plan de prévention. Je voulais préciser juste un sujet là. J'ai trouvé la question très intéressante. En effet, le plan de prévention annuel et l'intervention sur 17 lieux différents dans des espaces confinés où je crois ce qui est très important, c'est de suivre les travaux dans ce cas-là. C'est être bien sûr que les conditions d'intervention ne vont pas changer. C'est-à-dire que si on intervient un jour d'orage, si on intervient à ces lieux d'intervention, on a un chantier qui se met en place juste à côté, il faut être sûr que les conditions liées à l'analyse de risque préalable dans un plan de prévention dit annuel ne changent pas.
Je donne l'exemple aussi des lignes électriques qui sont. Je donne un exemple aussi, les lignes électriques qui sont de plus en plus enfouies. Ben, ça peut être une modification d'une intervention qu'on avait communément à faire et on se retrouve avec une ligne haute tension enterrée et peut-être à proximité des travaux qu'exécutait notre entreprise. Donc il faut regarder vraiment si l'environnement effectivement ne change pas. L'importance du suivi des travaux, d'une bonne communication entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, être sûr que les conditions ne changent pas. Ça c'est la clé du succès, je pense. Donc, je sais pas, on arrive un petit peu au terme des questions. Vous avez encore un tout petit temps d'échange pour y répondre, pour en poser. J'ai vu des entreprises de la zone aéroportuaire, donc ça tombe bien parce que c'est un cas particulier où on peut avoir un plan de prévention avec une entreprise de par l'interférence liée aux équipements, mais il n'y a pas de contrat entre les entreprises. Je ne sais pas si je me fais expliquer, c'est-à-dire qu'en fait l'entreprise extérieure n'est pas sous-traitante de l'entreprise propriétaire des lieux. Mais nécessairement, il y a un plan de prévention parce que l'infrastructure et l'environnement de l'entreprise, enfin du propriétaire des lieux, génèrent des risques aux exploitants. On a une Donc, même s'il n'y a pas, c'est un cas particulier, même s'il n'y a pas de lien contractuel et financier entre les deux entreprises, il y a quand même un plan de prévention. Il y a une documentation plus spécifique sur les risques liés sur les sites aéroportuaires. Juste pour conclure un petit peu et avancer sur, si vous voulez aller plus loin sur les actions que vous pouvez mettre en œuvre, en tout cas, nous, on a des offres pour agir en prévention. D'une part, nous avons mis en place une subvention régionale, donc elle s'adresse plutôt aux entreprises de moins de 50 salariés. Là, c'est au niveau effectif global, sur le Sirène. Tout secteur d'activité. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de collectivités territoriales hospitalières qui étaient sur le webinaire. Ce n'est pas ouvert sur votre secteur d'activité, mais on a d'autres dispositifs éventuellement de prévention qui peuvent être les contrats de prévention pour les entreprises de moins de 200 salariés. Et l'objectif un peu de cette subvention, c'est d'une part d'aider les entreprises à monter en compétence sur ces sujets, en formant des salariés, des chargés d'affaires, les personnes en charge des plans de prévention. Et donc, on a une aide à hauteur de 70% sur la formation, voire aussi de s'équiper sur des outils de gestion des interventions, notamment quand il y a beaucoup pour faciliter en fait la formalisation aussi des plans de prévention avec un accompagnement du prestataire qui propose ces outils de gestion, mais aussi pourquoi pas, une fois que vous avez identifié des mesures de prévention à mettre en œuvre de façon systématique pour sécuriser, par exemple, les interventions, eh bien, on peut acheter du matériel à hauteur de 40%. Donc ça, vous avez des dispositifs d'aide en ligne via vos comptes ATMP sur Net Entreprise. Juste un petit bémol, voilà, si vous avez des besoins, les réservations et les demandes doivent être effectuées avant, et même bien avant le 15 novembre. Idéalement, avant cet été, il faudrait faire vos demandes pour qu'on ait le temps de les instruire et qu'il y ait des aides financières pour vous accompagner. Nous avons aussi une offre en ce moment sur la formation, bien sûr, ce que je vous ai parlé, la montée en compétences des entreprises, que ce soit entreprises utilisatrices ou entreprises extérieures. Vous voyez, que vous soyez responsable de sécurité, chargé de prévention, chargé des services maintenance, méthodes, services techniques, ou chargé d'affaires dans les entreprises extérieures. Ou pour les entreprises extérieures, ça peut être le chef d'établissement, le responsable qui gère les relations avec les entreprises utilisatrices. Donc avoir une formation qui est de 2 jours, qui permet de regarder en fait en détail un petit peu et surtout d'aller sur la mise en œuvre de ces démarches au sein de vos établissements. Et donc on a des offres de formation actuellement sur dès juillet ou même à la rentrée en septembre-octobre, des formations qui vous être proposées avec en ce moment notamment et plus particulièrement pour les entreprises moins de 50 salariés, mais en fait on fait en fonction des besoins des entreprises. Cette formation aujourd'hui est proposée à 150 € les 2 jours de formation, donc je pense que c'est un effort que font aussi les partenaires formateurs pour cette formation. Donc n'hésitez pas, elle n'aura pas lieu, voilà, c'est une offre très limitée. Donc même pour des entreprises qui voudraient vraiment accéder à cette formation, on a les dates et les lieux d'inscription sur notre site internet du site de la formation.
Voilà, est-ce que on arrive vraiment au terme de ce webinaire et du temps qu'on s'était fixé? Juste avant de se quitter, on reprendra peut-être quelques questions juste en fin. Donc, vous avez toute notre actualité sur le site de la CARSAT et vous pouvez suivre notre actualité soit sur LinkedIn, soit sur notre chaîne YouTube. Nous avons donc un deuxième webinaire là où on va aborder plus de façon pratico-pratique, comme on l'a fait, mais plus en profondeur. Comment on fait le cahier des charges pour commander les prestations, les modes opératoires, quel est le niveau de détail qu'on peut demander sur ces modes opératoires aux entreprises extérieures, jusqu'où elles doivent aller. Nous avons aussi les inspections communes, la planification des chantiers, des interventions, surtout si on a des arrêts importants avec beaucoup d'intervenants extérieurs, d'entreprises extérieures. Donc, on va l'accueil aussi, l'accueil, l'information des salariés sur site, comment ils doivent se passer, comment on le fait concrètement. Donc, on se répondra à ces questions de façon très pratico-pratique le 16 juin, même horaire, 11h midi, avec les mêmes intervenants qu'aujourd'hui. Et puis, puisqu'il y avait aussi beaucoup d'entreprises et de collectivités, on a d'autres webinaires sur le mois de juin. On a le 20 juin, pareil, 11h midi, sur la prévention des chutes de portail coulissants, qui sont vraiment une problématique d'une part pour les salariés, mais quand vous avez des activités de gardiennage, de maintenance de ces portails coulissants, qu'ils soient manuels ou motorisés, vous avez potentiellement des risques graves ou mortels pour les salariés ou les personnes qui se trouvent à proximité de ces portails coulissants. Ça sera le 20 juin et le 21 juin sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Nous invitons à aller sur notre site de la CARSAT pour avoir les différentes inscriptions. Et puis, voilà, pour s'améliorer, n'hésitez pas à flash-coder le QR code qui est inscrit là pour nous donner votre avis sur ce webinaire. Voilà, il est 12h02, donc s'il y a encore vraiment des questions... Sandrine, j'ai vu une interrogation sur les aides financières. Donc, je rappelle qu'elle est régionale, puisqu'elle n'est pas forcément étendue sur le territoire ni sur les DOM. Hein. Donc, j'encourage aussi les entreprises à se rapprocher de leur contrôleur de sécurité pour étayer ou pour voir si leur demande peut être éligible. Tout à fait. Voilà. Très bien. Très bien, merci à vous de votre participation et de votre attention. On aura le plaisir de vous rejoindre pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin le 16 juin. Il y avait une main levée. Ah, elle est partie. Il y avait une main levée, c'est pour ça que je... On ne savait pas si elle était redescendue ou relevée. Non, elle a été descendue. Ok, très bien. On vous souhaite un bon déjeuner et puis au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine ou sur d'autres de nos webinaires. Merci, au revoir. Merci, au revoir.